Ravi de vous retrouver dans ce nouveau cours de spécialité. Dans le chapitre précédent, nous avions étudié l'évolution de la connaissance et de la domination par les sociétés humaines des espaces maritimes, puis de l'espace extra-atmosphérique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux diplomatiques et aux coopérations que peuvent représenter ces espaces pour les États. La coopération sur des projets communs aux nations est essentielle, que ce soit en matière de lutte pour la protection des espaces maritimes, mettre en œuvre un éventuel droit de l'espace, partager des coûts budgétaires ou des connaissances. La coopération permet aux États qui y adhèrent d'obtenir une place parmi les grandes puissances internationales. C'est le cas du projet de l'ISS, la Station spatiale internationale, projet de laboratoire spatial lancé par les Américains dans les années 1980. Cependant, la convoitise que peut entraîner la découverte de nouvelles ressources peut avoir pour conséquence de créer des tensions. C'est pourquoi les États tentent de réguler les comportements des États à l'aide de traités ratifiés par les États eux-mêmes pour se répartir les espaces maritimes. C'est par exemple le cas lors de la Convention de Montego Bay en 1982 avec la création des ZEE, les zones économiques exclusives. Nous y reviendrons. Ce zonage est paradoxalement à la source de tensions actuellement, notamment en mer de Chine, mais aussi en Méditerranée. Ainsi, on peut se demander en quoi l'espace extra-atmosphérique et les espaces maritimes font-ils l'objet de coopération et de tensions entre les États. Allons-y, c'est parti! Jalon 1. Coopérer pour développer la recherche, l'exemple de l'ISS. Dans le contexte de la guerre froide, la course à l'espace est devenue, comme nous l'avons vu précédemment, un enjeu de puissance entre les États-Unis et l'URSS. Ainsi, en 1958, l'ONU fait en sorte d'encadrer la conquête spatiale en créant le CUPEEA, c'est-à-dire le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Il s'agit de créer une instance de dialogue pour éviter que la course à l'espace ne devienne conflictuelle. La même année est créé le Bureau des Affaires spatiales à Vienne. Il a pour mission de tenir le registre des objets lancés dans l'espace. En 1967, les États-Unis et l'URSS concluent le traité de l'espace. Il garantit le libre accès à tous les États à l'espace extra-atmosphérique, qui n'appartient donc à personne, mais leur interdit de revendiquer la souveraineté sur tout ou partie des astres, considérés comme des biens communs de l'humanité. Ce traité interdit aussi la mise en place d'armes de destruction massive, notamment nucléaires, dans l'espace. Un devoir d'assistance envers les astronautes, quelle que soit leur nationalité, est imposé aux États. Ces principes sont confirmés par le traité sur la Lune de 1979 qui définit cet astre comme, lui aussi, un patrimoine commun de l'humanité. Pendant la guerre froide, la coopération entre les États était contrainte. En effet, seuls les États-Unis et l'URSS avaient les capacités techniques d'envoyer des hommes dans l'espace, comme Youri Gagarin en 1961, premier homme à faire une sortie dans l'espace. Les autres pays s'en remettaient donc à eux pour faire aboutir leurs projets. C'est le cas de la France, en 1982, qui sollicite l'URSS pour envoyer son premier spationaute, Jean-Louis Chrétien, dans l'espace. En 1979, la station américaine Skylab, qui est la première station spatiale, est désintégrée dans l'espace. La station Mir, elle, devient alors la seule possibilité pour réaliser des séjours dans l'espace, mais elle appartient à l'URSS. Malgré la guerre froide, elle accueille des Français, des Britanniques, des Autrichiens et des Allemands. Confrontés à des difficultés techniques et financières, les États-Unis renoncent en 1984 à construire seuls une nouvelle station spatiale pour concurrencer Mir. Ils proposent à leurs alliés de coopérer à l'élaboration d'une station spatiale internationale, l'ISS. Les agences spatiales européennes, canadiennes et japonaises répondent positivement à cette invitation. Chacune se voit confier la conception et la réalisation d'une partie de la future station. La fin de la guerre froide donne un nouvel élan à la coopération spatiale internationale. En 1992, Américains et Russes lancent le programme de coopération spatiale Shuttle Mir. Il autorise un cosmonaute russe à embarquer à bord d'une navette américaine en 1994. L'année suivante, ce programme permet à la navette américaine Discovery de survoler Mir. 5 semaines plus tard, un astronaute américain effectue pour la première fois un séjour à bord de Mir. Dans les années suivantes, ce type d'échange se multiplie et la France est invitée à y participer. En 1993, la Russie renonce à construire Mir 2
et rejoint le projet de station spatiale internationale lancé par les États-Unis et leurs alliés en 1984. Elle prend en charge la fabrication d'un module de l'ISS dont le coût est assumé par les États-Unis. En 1998, l'assemblage en orbite de la SSI, la Station spatiale internationale, commence. Ralenti par l'accident de la navette spatiale américaine Columbia en 2003, il prend fin en 2011. Depuis 2000, la Station spatiale internationale est en permanence occupée par 3, puis, à partir de 2009, 6 astronautes de différentes nationalités. Chacun d'entre eux y effectue des séjours de 3 à 6 mois et partage son temps entre des travaux d'entretien de la station et des activités de recherche scientifique. Chacun des 15 pays associés à la fabrication de la Station spatiale internationale dispose du droit d'y envoyer des astronautes au prorata de sa participation financière. L'Agence spatiale européenne, qui détient 8,3% des droits d'utilisation de la station, peut ainsi y envoyer chaque année un astronaute pour 4 mois. La partie russe, quant à elle, de la Station spatiale internationale n'est accessible qu'aux seuls cosmonautes russes. En 2015, les États-Unis adoptent le Space Act, une loi destinée à soutenir le développement du New Space, en le sécurisant juridiquement. Sans remettre en cause l'interdiction pour un État de s'approprier un astre, elle autorise les entreprises privées américaines à en exploiter les ressources. En leur donnant le droit d'extraire et de vendre les ressources naturelles des astres, les États-Unis incitent les entreprises à investir dans ce domaine en leur faisant miroiter de potentiels bénéfices. À terme, l'objectif est qu'elles se substituent aux États dans le financement de l'exploration spatiale. La volonté affichée par les États-Unis de cesser de financer la Station spatiale internationale à partir de 2025 s'inscrit dans cette logique. L'objectif n'est pas un abandon mais une privatisation de la station. Les coûts d'exploitation ne pèseraient plus sur le contribuable mais sur des investisseurs privés. Ceux-ci rentabiliseraient leurs investissements en recourant au sponsoring ou en proposant des séjours touristiques dans l'espace. De plus, la course à l'espace est de retour depuis les années 2000 avec l'arrivée des puissances émergentes comme l'Inde et la Chine. Cette dernière a d'ailleurs toujours été exclue du projet de la Station spatiale internationale et a donc décidé de créer sa propre station spatiale en orbite basse, Tiangong 4, qu'elle lancera en 2022, sans compter les projets du pays concernant la Lune ou Mars. Jalon 2. Rivalité et coopération dans le partage, l'exploitation et la préservation des ressources des mers et des océans. C'est au XVIe siècle, lorsque les Européens développent les voyages de découverte, que ces espaces vont devenir un enjeu géopolitique pour les puissances maritimes. Ainsi, Espagnols et Portugais opèrent un premier partage du monde lors du traité de Tordesillas en 1494. Les Espagnols obtiennent une grande partie des Amériques et une partie de l'Extrême-Orient, alors que les Portugais se réservent le commerce avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Très rapidement, des rivalités vont apparaître entre ces puissances qui comprennent l'intérêt de contrôler les espaces ultramarins. Ainsi, de 1756 à 1763, le Royaume-Uni, la France, l'Empire des Habsbourg et l'Empire russe s'affrontent lors de la guerre de 7 ans, qui peut être qualifiée d'ailleurs de premier conflit global puisque des affrontements ont lieu dans les colonies. Parallèlement, les sociétés européennes ont rapidement compris l'intérêt d'encadrer les usages des mers et des océans. Ainsi, le juriste néerlandais du XVIIe siècle Hugo Grotius élaborait dans son Mare Liberum un droit de libre accès aux mers et océans pour le commerce maritime. Au XIXe siècle, des négociations internationales recherchent un compromis juridique pour définir les droits et devoirs des États sur les mers. En 1924, la Société des Nations, SDN, tente ainsi de codifier le droit de la mer, mais elle échoue en raison de désaccords sur la largeur débattue de la mer territoriale. En 1945, le président Truman proclame les droits exclusifs des États-Unis sur les ressources marines au large de leurs côtes. Les pays arabes, en 1949, décrètent leur souveraineté sur leur plateau continental. En 1952, la déclaration de Santiago, au Chili, définit pour la première fois un espace maritime de 200 milles sous souveraineté nationale. Dans ce contexte, les Nations Unies entreprennent la rédaction d'un droit égalitaire. Alors que les progrès techniques permettent une exploration accrue des océans, ce droit international a vocation à être un instrument de lutte contre les conflits et de contribution au développement économique des États.
3 conférences des Nations Unies sur le droit de la mer sont organisées pour cela entre 1956 et 1982. Lors de ces négociations, des diplomates, des scientifiques, des juristes de chaque État confrontent leurs idées et rédigent des lois. Ces conférences aboutissent à la signature par 117 États de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à Montego Bay, en Jamaïque, en 1982. 168 États y adhèrent aujourd'hui. Mais, parmi les membres de l'ONU, les États-Unis, le Pérou, Israël, la Syrie, la Turquie et le Venezuela n'y adhèrent pas. Entrée en vigueur en 1994, elle fixe la largeur de la mer territoriale à 12 000 marins, crée la zone économique exclusive ou ZEE à 200 000 pour satisfaire les pays en développement et définit la haute mer. La Convention des Nations Unies pour le droit de la mer s'appuie sur des organismes intergouvernementaux. La Commission des limites du plateau continental examine les demandes d'extension du plateau continental jusqu'à 350 000 nautiques maximum. L'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, assure la gestion des fonds marins en haute mer, considérés comme patrimoine commun de l'humanité. Le droit de la mer a une fonction de règlement équitable des conflits entre les États. La Convention des Nations Unies pour le droit de la mer fait obligation aux États de résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. C'est notamment l'objet de l'article 279. Les négociations constituent le mode de règlement de litige le plus courant. Par exemple, après 29 ans de négociations, le Costa Rica et l'Équateur signent un traité pour délimiter la ZEE des îles Galapagos et de l'île Coco en 2014. Les États peuvent porter leurs différends devant des tribunaux internationaux pour obtenir un arbitrage. La Convention des Nations Unies pour le droit de la mer a ainsi créé en 1996 un tribunal international du droit de la mer, à Hambourg, en Allemagne, ayant jugé 29 affaires jusqu'en 2020. La Cour internationale de justice, la CIG, de La Haye, aux Pays-Bas, juge également des différends maritimes interétatiques. En octobre 2018, elle affirme ainsi que le Chili n'est pas obligé de négocier un accès à l'océan Pacifique pour la Bolivie qu'il exigeait. Enfin, la coopération entre les États se fait de plus en plus nécessaire, étant donné que de nombreuses menaces pèsent de plus en plus sur les océans. Le réchauffement climatique fait monter le niveau des mers et des océans. Il acidifie les océans, ce qui détruit la biodiversité marine. Les sociétés humaines polluent grandement ces espaces. Continents de plastique, marées noires sont une des conséquences liées à l'exploitation des espaces maritimes. La consommation des produits de la mer ne cesse d'augmenter, ce qui raréfie la ressource. Enfin, les activités touristiques ont des répercussions aussi sur la pollution des littoraux liée à la pression démographique. Face à toutes ces calamités, les États s'engagent davantage sur la création d'AMP, des aires marines protégées, représentant au total 7% des océans. Pour conclure, mer et océans ont toujours été des espaces de convoitise pour les États, étant indispensables au développement de leur puissance. Comme nous l'avons vu, ils sont les supports des échanges internationaux, des marines militaires, mais aussi d'activités d'extraction et de pêche. Au final, ils représentent des hauts lieux des activités humaines. C'est pour cela que très rapidement, ils ont été encadrés par la constitution d'un droit international sur les mers et les océans, mais celui-ci ne suffit pas. De plus, la coopération se fait nécessaire avec les nouveaux enjeux engendrés par le réchauffement climatique et les nombreuses pollutions humaines. L'espace, quant à lui, représente une nouvelle frontière. Par conséquent, les puissances actuelles le convoitent pour diverses raisons. Montrer sa puissance technologique, extraire des métaux rares sur les astres, coloniser, développer le tourisme spatial. Cependant, toute la question est de savoir s'il faut encadrer les droits à l'espace extra-atmosphérique comme l'a été encadré celui du droit de la mer. Les États-Unis et l'URSS avaient mis en place en 1967 le traité de l'espace qui interdisait l'appropriation des astres considérés comme appartenant à l'humanité. Cependant, en 2015, l'administration Obama avait abrogé ce droit avec la mise en place du Space Act qui permettait aux États-Unis de s'approprier des espaces extra-atmosphériques. Dans tous les cas, la course à l'espace ne va cesser de prendre de l'ampleur puisqu'elle représente de nombreux espoirs pour l'humanité. Affaire à suivre donc. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos camarades et à vous abonner pour en savoir toujours plus en spécialité. Au revoir.